Ok. Donc on va reprendre et on va essayer de tenir dans les temps. Je pense que c'est pas raisonnable pour moi d'essayer de faire ce que j'avais préparé. Donc pour aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais essayer de faire cette partie-là, les exemples, infection par le VIH, infection par le virus de la grippe. Et la partie SARS-CoV-2, moi je demanderai à Madame Mouratou si je peux avoir un autre créneau. Sinon, ben, je l'enregistre et puis je vous le mets à disposition. Ok, donc, mais pour aujourd'hui, on va terminer ces deux parties-là. D'accord? Et l'objectif, si j'ai bien compris, c'est il faut montrer les caractères infectieux des virus à partir de leurs caractéristiques structurales et de leur cycle en s'appuyant sur deux exemples, la grippe et le VIH. Donc, je vais traiter le VIH d'abord. Et je vais commencer par quelque chose qui n'est pas dans ce programme, mais que je considère néanmoins important, c'est-à-dire de faire un petit peu le point sur les chiffres, où est-ce qu'on en est dans l'épidémie au niveau mondial et en France. Donc ça, ce sont les derniers chiffres disponibles sur le site de l'UNAIDS, et on est à peut-être 38 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, avec la majeure partie, ou minimum la moitié, vivant en Afrique sous-saharienne. Europe, Amérique du Nord, 2 millions, pas énormément par rapport à la population. Donc, en termes de nouvelles infections, on tourne autour de 1,5 million de nouvelles infections par an, et on a également quelque chose comme 700 000 décès par an par sida. Donc, ce qui veut dire que cette épidémie est toujours en train de croître parce que 1,5 million de nouvelles infections, 700 000 décès, ça veut dire que le nombre net de personnes infectées a augmenté de 800 000 en un an. Et cette situation-là n'est pas... on va voir à la fin les difficultés à retourner cette situation. Donc, en termes de mortalité, en fait, on va mieux maintenant qu'il y a 15 ans. D'accord? Donc ça, c'est le nombre de morts par an depuis 99 jusqu'à présent au niveau mondial. Donc pendant une quinzaine d'années, on avait un nombre de morts annuels qui n'a pas arrêté de croître. Et à partir de 2005, ça va mieux. Pourquoi? Parce que on a rendu les traitements antirétroviraux plus accessibles pour les personnes qui en avaient le plus besoin, les personnes infectées en Afrique sous-saharienne. Donc il y a un grand effort dans ce sens-là pour diagnostiquer les personnes infectées et les traiter. Et ça a marché. Okay? Donc globalement, on a réussi à diminuer le nombre de morts. Parce que sinon, bon, on peut faire une extrapolation de la courbe. Sinon, si on n'avait rien fait, on était pratiquement à 3 ou 4 millions de morts par an. Facile. Ou peut-être pas, parce que peut-être on aurait resté avec 3 millions de morts tous les ans. Donc ça, c'est la situation mondiale. Où est-ce qu'on en est en France? Donc ça, ce sont des données de Santé publique France que j'ai pu retrouver avec le nombre de nouvelles infections, ou plutôt découverte de séropositivité, parce que c'est une infection persistante. Donc, lorsqu'on découvre qu'on est infecté, bah, ça peut être une semaine après l'infection, un mois ou 5 ans après l'infection. Donc, c'est difficile de savoir quand est-ce que ces gens-là étaient infectés, mais c'est une mesure qui indique combien on a de transmission de virus dans le pays. Donc en France, là, on estime qu'on est à quelque chose comme 5 000, 6 000 nouvelles découvertes de séropositivité par an, et avec une distribution qui est pas vraiment uniforme sur le territoire. La plupart, c'est en Île-de-France, et en Pays de Loire, on est tranquille là, pour le VIH. Ceci dit, c'est pas la seule maladie sexuellement transmissible. Donc l'utilisation des préservatifs est toujours utile, même si, vivant ici, votre risque dans un rapport sexuel pour attraper le VIH est relativement faible. Mais c'est pas le seul truc qui existe. Alors, en France, le nombre total de personnes vivant avec le VIH, 180 000. Donc, on a une séroprévalence de 0,3% de la population de 15 à 49 ans. Vous pouvez peut-être me
se poser la question pourquoi c'est toujours cette tranche d'âge. Et je pense que c'est lié, c'est l'âge des femmes en âge d'avoir des enfants dans le monde. Parce que un des grands problèmes, c'est comment dépister les gens. Et une étape qui est très utile, c'est des consultations prénatales lors de la grossesse. Et là, les femmes vont se présenter à une clinique minimum pour l'accouchement. À ce moment-là, on peut faire un prélèvement et connaître le statut sérologique de la femme. Donc, on a une assez bonne mesure de la séroprévalence dans cette tranche d'âge. Moins de 15 ans, il y a des cas d'infection chez l'enfant, mais pas vraiment de transmission. Au-delà, on a beaucoup de mal à voir des gens. Donc, au niveau mondial, c'est toujours cette tranche d'âge qui est utilisée. Alors, pour les découvertes, quelles sont les populations concernées? Donc, on a différents groupes de populations ici. Les HSH, c'est les hommes qui ont du sexe avec des hommes, ce qui est pas forcément les hommes gays. Parce qu'il y a des hommes qui vont coucher avec des mecs de temps en temps et ils se considèrent pas comme homosexuels. Et donc c'est pour ça qu'on utilise cette classification-là, HSH, et pas homme homosexuel. Donc, alors, en ligne bleue, c'est des hétérosexuels nés à l'étranger. Donc ça, c'est le groupe avec le plus de découvertes de séropositivité. Les HSH en rouge, et les hétérosexuels nés en France, et puis ensuite des HSH nés à l'étranger. Le nombre de transmissions par les utilisateurs de drogues injectables est très très faible. Et les personnes trans aussi très faibles. Donc les hétérosexuels nés à l'étranger, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est né en Afrique subsaharienne où la séroprévalence est beaucoup plus élevée, mais c'est pas forcément qu'elle est infectée, elle arrive en France et commence à être un peu malade, elle va voir le médecin et puis hop, désolé monsieur, madame, vous êtes séropositif pour le VIH et c'est pour ça que vous avez des infections bactériennes à répétition. Donc, ce qui fait que lors de la découverte, on a quelque chose comme 30% des personnes affectées qui sont déjà à un stade avancé de la maladie. Précoce, 25%, ça veut dire que on a tout juste été infecté. Ça, c'est typiquement le cas. Quelqu'un qui sait qu'il a eu un rapport sexuel non protégé et qui le fait régulièrement, il a des doutes, il va se faire dépister la semaine après parce qu'il est pris par des remords. Et effectivement, voilà, on peut identifier des infections très très tôt. Donc c'est ça la situation en France. Ça reste stable, bon an, mal an, sauf que on peut dire que la transmission hétérosexuelle en France, est pas super fort, les HSH, pas non plus. Alors, les routes d'infection pour le VIH, évidemment, c'est une maladie à transmission sexuelle, donc c'est les muqueuses génitales qui sont touchées. Aussi, chez les enfants, l'épithélium buccal est un site d'infection. Donc, on peut avoir une transmission du virus par le lait maternel. Alors, transmission par voie sanguine, transfusion, produits sanguins, en France, tout ça c'est contrôlé maintenant, on a limité ça. Drogue injectable, c'est toujours possible comme problème. Et la dernière chose, c'est transmission mère-enfant, extrêmement important. C'est un moteur de transmission du virus très important. Donc, il y a une partie des transmissions qui sont pendant la grossesse, dans l'utérus, donc comme mère-fœtus. Mais ça, c'est la mineure partie. La plupart des transmissions, c'est lors de l'accouchement ou après l'accouchement par l'allaitement. Oui. C'est possible d'avoir un enfant séronégatif si nous-mêmes on est séropositif? Oui, et c'est tout à fait possible. Surtout lorsque la femme enceinte est sous traitement anti-rétroviral. Dans ce cas-là, la charge virale est pratiquement zéro et du coup, il n'y a presque pas de transmission à l'enfant. Donc, pour les moyens de lutte contre ces différentes transmissions, il faut comprendre le mécanisme de transmission pour prendre des mesures adaptées. Pour le VIH, c'est pas la peine de porter un masque et se laver les mains. Pas comme ça que ça marche. Donc,
Pour la transmission sexuelle, port du préservatif, c'est un moyen efficace dans les deux sens pour la transmission homme-femme et femme-homme. Et homme-homme et femme-femme, il n'y a pratiquement pas de transmission de toute façon, du VIH. La circoncision masculine, ça limite la transmission femme-homme. Ça diminue la transmission d'à peu près 50%. Donc c'est un moyen éventuellement, accessible pour contrôler la transmission de ce virus. Pour les enfants, ok, pour les mères séropositives, il est recommandé de donner le lait en poudre pour le bébé. Pour éviter, oui. Pour les femmes qui ont SIDA, lors de l'accouchement, si elles accouchent par césarienne, est-ce qu'il y a un risque que ça en C'est trop technique pour moi comme question, je ne saurais pas vous dire. Non, vraiment, c'est une information très précise, je n'ai pas ce niveau de connaissance. Désolé. Ce que je peux dire pour ça, c'est que le risque de transmission lors de l'accouchement dépend de la charge virale chez la mère. D'accord? Donc c'est très important de dépister le statut sérologique d'une femme lors de sa grossesse. Si on découvre sa séropositivité, il faut être sous traitement antirétroviral parce que c'est ça qui va empêcher la transmission du virus au bébé. Et ça marche même si on découvre le traitement, le statut sérologique au début du travail de l'accouchement. Parce qu'on peut donner des médicaments directs en intraveineuse et ça va diminuer la charge virale par un facteur de 100 très très rapidement et rendre le virus beaucoup moins infectieux. Bon, c'est pas 100% efficace, mais on peut prévenir une bonne partie des transmissions lors de l'accouchement juste par un traitement de choc, quoi. Mais c'est mieux si on a un traitement en cours. Et ça, c'est si jamais on a une découverte en catastrophe, on peut faire quelque chose. D'accord? Donc, ça, très important. Pour la transmission par les voies sanguines, ok, transmission sanguine, dépistage des donneurs pour pas avoir des personnes séropositives qui vont aller donner leur sang. Si vous êtes allé vous donner votre sang, vous avez tout un questionnaire pour savoir vous faites ci, vous faites ça, vous avez fait ci. C'est quand donc il y a un grand effort pour ça. Produits sanguins, ok, tous les dons sont inactivés par chaleur, donc on n'a plus de transmission par les facteurs de coagulation. Et pour les utilisateurs de drogue injectables, le truc qui marche, c'est de rendre un matériel d'injection gratuitement et anonymement. Si les gens sont obligés de faire des trucs en cachette et ils ont peur de se faire choper par la police, ça aide pas à minimiser les risques de leur utilisation de drogue. Donc, pour moi, c'est plus logique d'approcher ça d'un point de vue de santé publique qu'un point de vue de répression criminelle, quoi. Ok, donc on attrape le VIH, qu'est-ce qui va se passer? Donc l'infection est caractérisée par une étape de primo-infection où on va avoir une réplication très forte du virus. Donc on a un pic de virémie, donc charge virale dans le sang qui va dépasser 1 million de copies de génome par ml. Ça, souvent, c'est accompagné par un syndrome pseudo-grippal. Pas toujours, mais on peut avoir un syndrome un peu de maladie virale, un peu fatigué, un peu de fièvre. Si vous avez un rapport sexuel non protégé 1 ou 2 semaines avant, vous avez un peu ce syndrome grippal, c'est une bonne idée d'aller se faire tester, se faire dépister. Ensuite, ce qui se passe, c'est que, et à ce moment-là, le virus va diminuer votre taux de lymphocyte T CD4 plus dans le sang. Ensuite, votre réponse immunitaire va s'enclencher. Les lymphocytes T cytotoxiques vont éliminer les cellules infectées. Encore, on finit par avoir une séroconversion, peut-être au bout de 3 voire 4 mois, pour une séroconversion complète. Et ensuite, on arrive dans la phase de latence clinique. Donc, la personne infectée est parfaitement en bonne santé, se sent super bien, mais en fait, on a une réplication active du virus en continu. Donc, on a une charge virale qui va être autour de 10 000 copies par ml. Et pendant tout ce temps-là, le virus est en train d'infecter les lymphocytes T CD4, les tuer. Ces lymphocytes T CD4 sont en train de se faire renouveler. Donc, mais petit à petit, le virus prend le dessus, le taux de CD4 va chuter.
Et à un moment donné, quand votre taux de CD4 est inférieur à 200 par millimètre cube, là, votre système immunitaire est grillé. Et c'est à ce moment-là où on commence à avoir le sida clinique, où on commence à avoir des infections opportunistes, c'est-à-dire des infections bactériennes, mycotiques ou certaines infections virales qui sont normalement très bien gérées par votre système immunitaire, et aussi l'apparition de certains cancers classant sida, par exemple le sarcome de Kaposi. Et s'il rien n'est fait, si vous n'avez pas de traitement, vous allez mourir de ces infections secondaires ou ces cancers. Donc, le temps entre l'infection et la déclaration d'un sida clinique, c'est médiane de 7 ans. Donc, médiane, ça veut dire 50% des gens moins de 7 ans, 50% des gens infectés plus de 7 ans. Donc, sans traitement, vous pouvez être mort du sida en 3 ou 4 ans. C'est rare, mais ça existe. Ou alors, vous pouvez être encore dans la phase asymptomatique à 10 ou 15 ans post-infection. Mais ça, personne ne le sait en amont que ce qui va se passer, quoi. Ok, donc ça c'est la maladie. Alors, quel est le virus? Quelle est sa structure? Donc c'est un rétrovirus qui va insérer son génome dans le chromosome de la cellule infectée. Et dans ce génome, il code pour 3 protéines, enfin, il y a 3 cadres ouverts de lecture majeurs, GAG, POL et ENV, qui codent pour les protéines structurales de la particule virale. Donc, la particule virale, c'est un virus enveloppé avec les glycoprotéines GP120 et GP41 dans l'enveloppe. Okay, donc, ce sont les glycoprotéines d'enveloppe qui sont responsables de l'attachement et l'entrée du virus dans la cellule infectée. Les autres trucs intéressants, GAG, c'est pour les protéines de capside, et dans POL, on a 3 enzymes, la protéase, la transcriptase inverse et l'intérase, et ce sont ces enzymes qui sont les cibles pharmacologiques des traitements. L'activité de ces enzymes, c'est essentiel pour la réplication du virus. Si on peut les bloquer, le virus ne se réplique plus. Ok, et la structure de la particule virale, ça ressemble à ça en cryomicroscopie électronique. Ok. Alors, pour le cycle de réplication, on a cet excellent schéma qui vient du ViralZone, donc le site web en Suisse. Alors, globalement, notre particule virale ici va infecter une cellule. L'ARN viral va être transcrit en ADN double brin. La capside va livrer cet ADN double brin dans le noyau. Il va s'intégrer. Ensuite, la forme intégrée s'appelle un provirus. Et les gènes viraux sont transcrits à partir de cet ADN proviral. On va produire des protéines virales dans la cellule infectée et puis on aura une libération des particules virales par bourgeonnement. Alors, les 2 trucs à retenir pour vous, c'est que l'infection des cellules du système immunitaire est médiée par les glycoprotéines d'enveloppe GP120 et GP41. GP120 qui va se fixer sur le récepteur CD4, qui est exprimé par ces différents types cellulaires. Donc c'est cette interaction qui explique pourquoi le virus attaque votre système immunitaire. Parce que son récepteur est sur les cellules du système immunitaire. Alors, deuxième chose importante, c'est que le virus peut avoir un cycle latent, parce qu'il est capable d'intégrer son génome dans le chromosome de l'autre. Et dans ce cas-là, soit il exprime ses gènes, soit il ne les exprime pas. Donc il a un cycle latent ici. Et ça explique pourquoi on ne peut pas éradiquer ce virus. Alors, pour la première partie, l'attachement et l'entrée, je vais commenter cette excellente vidéo que je vais vous projeter ici. Oh oui. Ok, donc le mécanisme d'entrée du virus.
Fernando Aranzana Saïdedos, c'était un des co-découvreurs de corécepteurs CCR5. Ok, donc là on a notre particule virale et on voit à la surface vous avez des trimères. Okay, donc les glycoprotéines enveloppes forment des trimères. Donc, ok, on lit des petites captions là. Donc ça c'est nos trimères de GP120 et de GP41. On fait un petit zoom là-dessus. La partie jaune, c'est la GP120. Et les sortes de tiges à l'intérieur, ça c'est le GP41. Donc on a un sorte de petit bouquet de 3 fleurs là, les tiges et des fleurs. Et on a quelques protéines cellulaires qui sont encastrées également dans l'enveloppe virale. Donc on aura d'abord l'interaction entre la GP120 et le CD4 sur la surface d'un lymphocyte T CD4, donc CD4+. Donc on a d'abord l'interaction avec GP120, CD4 et le corécepteur CCR5 qui est en rouge. Donc il faut les deux choses, le CD4 et le CCR5. Oh mais je voulais pas vraiment faire une pause là. Qu'est-ce que j'ai perdu ma connexion? Non. Oh oui, ok, ça redémarre. Ok. Ah bah donc GP41 c'est allongé, c'est projeter ces peptides de fusion dans la membrane de la cellule hôte. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que le GP41 va se replier sur elle-même et provoquer la fusion de la membrane cellulaire, la membrane plasmique et l'enveloppe virale. Et du coup, tout ce qui était à l'intérieur de la particule virale peut passer à l'intérieur de la cellule. Ok, donc ça, j'ai trouvé cette vidéo très bien faite et scientifiquement exacte. Donc, les étapes clés, c'est le GP120 qui se fixe sur le CD4 et les corécepteurs, CCR5 ou CCR4. Cette étape-là, fixation sur le corécepteur, est nécessaire pour déclencher l'action fusogène de la GP41. Donc, le GP41 va projeter ses peptides de fusion dans la membrane. Ensuite, il va se replier sur lui-même et déclencher la fusion de la membrane cellulaire avec l'enveloppe virale. Oh oui, fun fact. Donc, il y a un polymorphisme génétique dans le corécepteur du CCR5 qui délète 32 nucléotides dans le gène et du coup, c'est un chaos naturel. Donc, la fréquence allélique de ce polymorphisme génétique, c'est à peu près 0,1. Donc, il y a quelque chose comme 1% de la population française qui est presque totalement résistant à l'infection par le VIH. Ok, donc ça c'est pour l'entrée. La deuxième caractéristique importante de l'infection par le VIH, c'est la capacité de rentrer en latence. Et donc, ça c'est un phénomène qui est important dans les lymphocytes T CD4+. Les cellules dendritiques et les monocytes macrophages, ce n'est pas vraiment des cellules qui portent le VIH à long terme. C'est plutôt les lymphocytes T CD4 mémoire qui permettent au virus de persister. Donc, le virus, il infecte assez mal les lymphocytes T CD4 au repos, que ce soit les lymphocytes T CD4 naïfs ou les T CD4 mémoire. Donc, en fait, pour établir la latence, le virus n'est pas vraiment en train d'infecter les lymphocytes T CD4 mémoire, mais ce qu'il est en train de faire, c'est d'infecter les lymphocytes T CD4 qui sont activés. Dans la plupart des temps, dans un lymphocyte T CD4 activé, le virus va déclencher un cycle lytique. Donc, il va produire plein de virus et va tuer la cellule infectée. Or, on pense que dans certains cas, certaines de ces lymphocytes T CD4+, sont en train de différencier vers un lymphocyte T mémoire, mais qui restent néanmoins susceptibles à l'infection. Donc, du coup, le virus va rentrer, mais ce lymphocyte T CD4, il est en train de éteindre son activation. Donc, du coup, le virus ne va pas devenir lytique, il va plutôt rester sous forme latente. Et du coup, lorsque cette cellule
complète cette différenciation vers un lymphocyte T mémoire, ben, il aura incorporé l'ADN proviral du VIH sous forme latente. Et du coup, il va rester comme ça jusqu'à ce que ce lymphocyte T CD4 va être réactivé et va réinitier un cycle lytique chez cette cellule. Donc ça, c'est l'initiation de la latence chez le VIH. Et du coup, ce qui se passe, c'est que très rapidement après l'infection initiale, le virus établit un réservoir de cellules infectées de façon latente. Et puisque les lymphocytes T, CD4 mémoire, ont une vie longue, parce que c'est important pour votre mémoire immunitaire, bah, le virus il persiste pendant des années ou des décennies. Alors, être latent, c'est bon pour un virus, mais seulement si il peut redevenir lytique après. Donc il faut que la réplication active soit réactivée. À ce moment-là, c'est lorsque le lymphocyte T CD4 voit son antigène, il est activé, et du coup, ça va réenclencher des cycles de réplication lytique. Donc le réservoir latent, il n'est pas totalement inactif parce qu'on continue, on attrape des rhumes, on a des infections à droite et à gauche. Du coup, on a des lymphocytes T qui s'activent, y compris nos T mémoire. Et à ce moment-là, bah, ça va redémarrer un peu de libération du virus à partir de ce réservoir latent. Et c'est pour ça qu'il est impossible de guérir cette infection. Si on est sous traitement antirétroviral, ces médicaments bloquent le cycle lytique, mais le réservoir latent persiste. Et si on arrête le traitement, bon, ben, on aura une réactivation à un moment donné. En général, en 3 mois après un arrêt de traitement, bah, ça remonte le virus dans le sang. Donc ça, c'est un truc très important pour le VIH. Traitement le traitement antirétroviral doit être poursuivi pour toujours, quoi. Ça devient une maladie chronique et il faut prendre les médicaments tous les jours. Ok, en parlant de traitement, qui doit être traité? Les recommandations actuelles, c'est qu'il faut traiter toute personne séropositive, quel que soit le nombre de CD4. Donc on n'attend pas que les gens soient malades, que leur système immunitaire est totalement flingué pour commencer le traitement. Donc si vous découvrez votre séropositivité lundi prochain, après un week-end mouvementé, votre médecin traitant va vous recommander de démarrer un traitement antirétroviral tout de suite. Même si vous êtes parfaitement bien portant, vous avez 1200 CD4 par millimètre cube, il faut démarrer votre traitement. Oh non, mais ça, totalement. Donc pourquoi? Quel est l'objectif de démarrer un traitement? Parce qu'on va rendre la charge virale indétectable et on essaie de mettre 3 médicaments en même temps pour que ça chute vraiment très très vite. Donc on élimine le virus dans le sang, ça va arrêter le cycle de réplication lytique dans le corps. Donc du coup, le virus n'est plus en train de tuer les lymphocytes T et CD4, donc vous gardez votre statut immunologique, vous restez capable de lutter contre les infections. Et c'est ça qui va stopper totalement la progression clinique de la maladie. Des gens, bon, moi, si j'étais diagnostiqué séropositif demain, j'aurais pas peur, en fait, parce que maintenant, les traitements, c'est super efficace. Ok, je prends mon médicament et ça va être bon, quoi. Et c'est plus le truc que c'était il y a 30 ans. Ou si vous étiez diagnostiqué, ben, c'est bon, vous allez mourir en 2 ou 3 ans. C'est certainement pas ça. L'autre grand avantage ici, si on met les gens sous traitement, ils ont plus de charge virale, ils sont beaucoup moins infectieux. C'est pas totalement zéro, mais c'est presque zéro. Donc les couples sérodiscordants, hommes séropositifs, couple hétérosexuel sérodiscordant, s'ils veulent avoir des enfants et l'homme dans le couple est séropositif, ils peuvent avoir des enfants s'ils poursuivent son traitement et ils le suivent bien. Parce que la transmission est presque totalement bloquée quand la charge virale est zéro. C'est pas toujours vrai parce qu'il y a des hommes qui ont du virus dans l'éjaculat, même quand il n'y en a pas dans le sang, mais c'est plutôt c'est plutôt minoritaire. Voilà. Et aussi, bon, donc c'est pour ça qu'on va traiter les gens. Okay. Alors, quels sont les traitements?
on n'utilise pas un seul médicament parce que on veut éviter d'avoir des résistances. Donc on a une association de 3 médicaments, 2 INTI plus une molécule de notre classe. Et ça marche, extrêmement efficace. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les INTI, donc ce sont des inhibiteurs des enzymes qui sont essentielles pour le virus. La transcriptase inverse, la protéase et l'intégrase. Donc les INTI, c'est des inhibiteurs nucléosidiques, donc ça ressemble un peu à un nucléoside. Ça, c'est la lamivudine, ça, c'est l'AZT. Oh, il me manque un N là. Oh, come back. Parce que j'ai mis le même truc 2 fois là. Ok, les INTI avec 2 N, ce sont des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Inhibiteur de la protéase, inhibiteur de l'intégrase. Donc on associe 2 molécules de cette classe-là plus une de ces classes-là en fonction de lequel a le meilleur profil en termes de activité antivirale et le moindre nombre d'effets secondaires. Donc lorsque c'est en parenthèse, ce sont des médicaments plutôt de première génération qui ne sont plus utilisés en France parce qu'ils donnent plus d'effets secondaires. Donc, ça c'est un peu petit, mais donc ça c'était les premières lignes de traitement qui étaient recommandées en France à partir de 2017. Donc avec tenofovir, emtricitabine, plus dolutegravir, ça c'est 3 molécules vraiment nouvelles, enfin relativement nouvelles et super efficaces, très peu d'effets secondaires. Alors, donc ça c'est très bien, ça contrôle votre charge virale, vous allez bien, mais le problème c'est que ces traitements-là, il faut les... Attends, mais tout mon truc là, c'est un bazar là. Tout le problème c'est qu'on n'a pas de guérison. Donc vous devez suivre votre thérapie antirétrovirale pour le reste de votre vie. Et des fois c'est difficile parce qu'il peut avoir des effets secondaires, même si c'est pas très très fort, dans la durée ça peut être néfaste. Donc il y a une tendance à essayer d'avoir des simplifications thérapeutiques. Si vous avez 0 charge virale détectable pendant 2 ou 3 ans, le médecin traitant peut vous proposer, et vous dites ouais ça me va pas prendre toutes ces médocs, tout ça. Votre médecin peut vous proposer, voilà, on va faire un schéma simplifié. Donc au lieu de prendre 3 médicaments, vous en prenez 2 ou à la limite un seul. D'accord? Donc et ça va être plus facile à prendre dans la durée, quoi. Donc l'idée, c'est que, apparemment c'est moins efficace, donc chez certaines personnes, le virus va rebondir, mais à ce moment-là, on se remet sur le traitement avec 3 médicaments. Et globalement, ça marche, hein. En France, c'est très très bien géré. Ok, donc ça c'est en France. Qu'en est-il pour d'autres pays? Donc ici, on a la Sécu sociale, c'est un pays riche, on peut se payer tout ça. Si vous habitez en Zimbabwe, c'est pas le cas. Okay, vous n'avez pas la Sécu, vous avez et ça c'est vraiment un peu le grand défi parce que c'est là où la plupart des personnes infectées vivent. Donc comment on va contrôler ce virus, améliorer la vie des personnes séropositives et empêcher le virus d'infecter de plus en plus de personnes tous les ans. Et donc cette stratégie-là s'appelle 90-90-90. Et donc l'idée, c'est de pouvoir dépister le virus de façon efficace afin que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. Parce que si vous ne savez pas que vous êtes infecté, vous n'allez pas prendre un traitement. Donc la première chose, c'est de faire le dépistage, identifier les gens qui sont infectés. Donc chez ces personnes séropositives, l'objectif, c'est d'avoir 90% qui sont sous traitement. Et chez ces personnes qui sont traitées, l'objectif c'est d'avoir 90% des gens qui reçoivent un traitement qui arrivent à supprimer leur charge virale. Et comme ça, ils vont aller mieux eux-mêmes, c'est mieux pour eux, et ça va stopper la transmission du virus aussi. Et si on arrive à atteindre ces objectifs, l'épidémie en Afrique va disparaître. Et les atteindre et les maintenir.
Donc tout ça, actuellement, j'ai trouvé 7 articles qui étaient publiés en début de l'année. Actuellement, le premier, on est plutôt à 80%, avec une large disparité entre les pays africains. Pour le pourcentage des personnes séropositives sous traitement, à peu près les 2 tiers, pas à 90%. Et l'efficacité du traitement, super disparate entre les pays. Il y a des pays où ça marche bien, il y a des pays où vous êtes séropositif, vous démarrez un traitement, mais en fait, il n'y a pas assez à la pharmacie, le système de santé arrête de livrer des médicaments de temps en temps, et ben, vous n'avez pas vraiment un traitement efficace qui permet de supprimer la charge virale. C'est pas l'efficacité des molécules, mais c'est plutôt tout ce qui est autour de l'infrastructure de santé du pays qui détermine si oui ou non le traitement va être efficace. Sur les molécules, vous n'allez pas avoir le emtricitabine, tenofovir, dolutegravir comme en France, hein, pas ça. En Afrique, si vous avez un traitement, vous allez avoir l'AZT, le lamivudine et le nevirapine, un truc comme ça. Donc les molécules plutôt de première génération, qui sont efficaces mais ont plus d'effets secondaires. Mais ils sont beaucoup moins chers à produire. Ok, tout ça, ça marche parce que on a un financement externe important. Ok, depuis 10 ans, il y a eu quelque chose comme 50 milliards de dollars donnés pour ou consacrés à lutter contre le sida en Afrique. Donc 32 milliards par le gouvernement des États-Unis, 13 milliards par les autres pays donateurs, et le reste, les 7 milliards des pays eux-mêmes. Donc ça, c'est ce qui a permis d'obtenir ces chiffres-là. Et si on veut les atteindre, ça va prendre peut-être 250 milliards de dollars dépensés sur 35 ans. Donc si on a un énorme crash économique et les pays donateurs arrêtent de payer cet argent-là, c'est fini les traitements de dépistage pour le sida en Afrique. Donc ça, c'est le vrai défi. Ok, donc on a 20 minutes pour faire le virus de la grippe. Et ça va être notre deuxième exemple typique d'une infection virale. Donc cette fois-ci, c'est un virus à ARN qui dispose d'un cycle lytique uniquement, pas de latence. Un autre truc qui est important, son génome est segmenté. Donc, une particule virale ne contient pas une molécule d'ARN, mais 8 molécules d'ARN. Et globalement, chaque segment génomique code pour une protéine. Donc, une particule virale va contenir 8 segments génomiques d'ARN associés avec la nucléoprotéine du virus et les différentes composantes de la polymérase. Ensuite, dans l'enveloppe, on a 2 glycoprotéines, l'hémagglutinine et la neuraminidase. Et c'est l'hémagglutinine qui est responsable de l'attachement à la cellule. Alors, la grippe saisonnière, si vous l'attrapez, vous allez avoir peut-être une phase d'incubation de 48 heures, 24 à 72 heures. Donc 2 jours après l'avoir chopé le virus, fièvre, fatigue, myalgie, maux de tête, éventuellement une toux, pas tout le temps. Pas vraiment de nez qui coule, mais c'est plutôt ces symptômes-là. Ça persiste 3 à 5 jours, peut-être une semaine. Après, vous allez mieux, mais vous pouvez sentir fatigué pendant plus de 2 semaines. Donc ça, c'est si ça se passe bien. Ce qui peut arriver, c'est que vous pouvez avoir un pneumonie virale, c'est-à-dire le virus, au lieu de rester ici, il va infecter les poumons. Vous pouvez aussi avoir une surinfection bactérienne, un pneumocoque ou un hémophilus, un truc comme ça, qui va vous infecter en plus du virus de la grippe. Et ça peut être plus grave. Donc, aussi, on a des infections asymptomatiques. Donc, on considère qu'un tiers, 5 ans, ou la moitié des infections sont asymptomatiques chez les adultes de moins de 65 ans. Pour ces formes plus graves, les populations en risque, c'est les jeunes enfants et les personnes âgées. Et c'est un virus qui tue. Okay, on a vu ça dans les chiffres avant. Le CFR, c'était 0,45%. Donc, bon an, mal an, donc le CFR, il va être inférieur à 1%. Et le IFR, peut-être inférieur à 0,1%. Parce que entre les infections asymptomatiques et les gens qui sont un peu malades, mais pas suffisants pour voir le médecin, on peut compter ça comme un facteur de 10.
Donc c'est un peu ça la gravité de cette infection. Et voilà, autre type de truc. Donc on a différentes espèces de virus de la grippe. Donc on considère que le virus de la grippe de type 1 et de type B sont deux espèces distinctes. Et au sein de ces deux espèces, on a différents sérotypes. Et les sérotypes sont déterminés par les glycoprotéines H, l'hémagglutinine, et N, la néoménidase. Donc H1N1, c'est les glycoprotéines d'enveloppe qui sont différentes chez le H3N2. Et si vous avez des anticorps contre le H3N2, ça ne va pas marcher contre la H1N1, parce que ce sont deux sérotypes différents. Ok, en termes de réplication, donc c'est après l'attachement, la particule virale est internalisée par l'endocytose. C'est l'acidification de l'endosome qui va provoquer la fusion membranaire et l'entrée des nucléocapsides virales dans le cytoplasme qui vont dans le noyau. Ensuite, on a la réplication du virus, expression des gènes virales et des gènes viraux et la production de nouvelles particules virales. Alors, les éléments à retenir, le récepteur, c'est l'acide sialique, c'est pas une protéine, c'est un récepteur glycanique qui est reconnu par l'hémagglutinine. Et curieusement, ce virus-là se réplique dans le noyau, ce qui est inhabituel pour un virus aérien. Mais c'est comme ça, il a réussi à faire ça. Et à ne pas oublier, cycle lytique uniquement. Donc il provoque des infections aiguës, pas des infections persistantes, pas d'infections latentes. Ok, pour l'attachement et l'entrée, je vais vous recommander de regarder ce vidéo chez vous. Mais globalement, les étapes essentielles, c'est que dans l'hémagglutinine, on a deux protéines. On a une sorte de protéine en tige formée d'hélice alpha, qui est le HA2, et on a une tête globulaire qui est le HA1. Et ces glycoprotéines sont associées en trimère, comme le GP120 et le GP41 pour dans le VIH. Donc le H11 se fixe sur l'acide sialique à la membrane. Ensuite, la particule virale est internalisée par l'endocytose. Lors de la maturation de l'endosome, le pH va diminuer et c'est ça qui va déclencher l'activation du domaine de fusion de la glycoprotéine HA2. Et lorsqu'on regarde le mécanisme, c'est quelque chose qui est très semblable à ce qu'on vient de voir pour le VIH. Donc ce truc-là, il va s'allonger et projeter des peptides de fusion dans la membrane cellulaire. Ensuite, il va se replier sur lui-même et provoquer la fusion entre l'enveloppe virale et la membrane de l'endolysosome. Oh, j'ai fait recopier ça. Donc, on a un mécanisme de fusion membranaire et une organisation semblable des glycoprotéines parce que, on considère qu'ils sont un peu de la même famille, ces glycoprotéines d'enveloppe, chez le VIH, chez le virus de la grippe et chez les coronavirus. Donc, toutes ces protéines, glycoprotéines d'enveloppe, sont organisées en trimères et sont composées d'une tête globulaire dont le rôle est de se fixer sur le récepteur et d'une tige en hélice alpha dont la fonction est de provoquer la fusion membranaire. Donc les structures sont semblables et les fonctions sont semblables aussi. Donc la fusion membranaire ici, pour ces différents virus, ça marche pareil. Toujours le même mécanisme. La tête se fixe sur le récepteur et la partie en hélice alpha, la tige, va provoquer la fusion membranaire. Ok, donc ça c'est un schéma d'un monomère d'hémagglutinine, ça c'est la HA1, ça c'est la HA2. Une question que l'on a avec le virus de la grippe, c'est comment se fait-il qu'on se fait réinfecter de façon répétée? On n'a pas la grippe une seule fois dans la vie, on a la grippe plusieurs fois dans la vie. Et ça c'est parce que le virus est capable d'intégrer des mutations dans l'hémagglutinine qui empêchent les anticorps de se fixer. Mais en fait, quand on regarde, c'est autour du site de fixation de l'acide sialique. Donc le virus, il reste capable de se fixer sur son récepteur,
Mais les anticorps qu'on avait développés il y a 2 ou 3 ans, bah, ça marche plus. Ah oui, j'avais vu ça, c'est plus grand là, ok. Donc là, c'est l'acide sialique en vert, là, donc ça reste stable. Le virus ne mute pas son site de fixation sur le récepteur, mais il peut muter des acides aminés tout autour. Donc des anticorps qui vont se fixer comme ça va neutraliser le virus et l'empêcher de se fixer sur son récepteur, mais si on mute ici, bah, l'anticorps, il ne se fixe plus, quoi. Et donc ces mutations-là s'accumulent d'année en année, et du coup, et le virus de la grippe évolue dans le temps. Et c'est ce qu'on appelle la dérive antigénique. Donc, des vaccins existent contre la grippe saisonnière, mais leur composition n'est pas identique. Donc, tous les ans, enfin 2 fois par an, il y a un comité d'experts qui se mettent ensemble pour essayer de résumer les données et prédire quelle sera la souche grippale prédominante pour la saison d'infection le prochain hiver. Donc, il y a 2 réunions par an, un pour l'hémisphère nord, un pour l'hémisphère sud. Et en fait, sur ce schéma, on voit les différentes souches du vaccin de virus de la grippe qui ont été utilisées dans le vaccin à partir de 1970 allant en 2000. Et on voit que le H3N2, il a évolué pas mal parce qu'on a dû changer la souche très régulièrement. Le H1N1, bon, il évoluait un peu plus longtemps. Et ça, c'était avant le H1N1 qui est arrivé en 2009, hein, la nouvelle. Donc toutes ces souches-là ont été remplacées par la nouvelle. Donc des mutations qui s'accumulent sur l'hémagglutinine petit à petit, et du coup, il faut changer les vaccins. Ça vous rappelle quelque chose, là? Hein? Bah oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on est dans exactement cette situation. Donc l'Omicron, il résiste aux anticorps induits par les vaccins. Donc c'est pour ça qu'on a autant d'infections maintenant. Ok, donc ça c'est la dérive antigénique. Donc le virus de la grippe change tout le temps. D'ailleurs, ça c'est aussi un truc lié avec l'efficacité ou non de ces vaccins. On considère que ces vaccins sont efficaces à peu près à 50% parce que le comité d'experts donne une prévision, c'est cette souche-là qui va être majoritaire l'hiver prochain. Mais bon, si vous chopez une souche qui n'est pas celle-là, bah, vous êtes vacciné ou votre grand-parent est vacciné. Mais si la souche qui vous infecte, c'est pas exactement ça, bon, tant pis, vous allez être malade quand même. Donc, on considère que l'efficacité, c'est à peu près 50% et variable d'année en année en fonction de si la souche épidémique est vraiment semblable à la souche vaccinale. Mais c'est impossible. Enfin, voilà. Donc, si tout le monde connaît des gens qui disent ah oui, ce vaccin il sert à rien, j'étais vacciné et puis en fait j'ai chopé la grippe. C'est vrai, mais c'est pour ça. C'est pas parce que le truc il marche pas, c'est qu'il y a une différence entre la souche qui vous infecte et la souche qui est utilisée pour fabriquer le vaccin. Donc ça c'est la grippe saisonnière. Et en plus de ça, on a été confronté plusieurs fois par les grippes pandémiques. Et ça, c'est l'apparition rapide d'une souche nouvelle du virus qui n'a jamais été détectée auparavant dans la population humaine. Et dans ce cas-là, avec une souche pandémique, on a beaucoup plus d'infections et éventuellement avec une pathogénicité accrue du virus. Donc, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5 épisodes en 100 ans. Et à chaque fois, ce qui semble s'être passé, c'est que soit c'est la transmission d'un virus aviaire à l'hôte humain, ou alors c'est l'apparition d'un virus mosaïque qui a quelques gènes venant d'un virus aviaire et quelques gènes venant de virus humain. Et dans ce cas-là, ce virus-là, à la surface, il va avoir une hémagglutinine totalement neuve, donc on ne reconnaît pas, le système immunitaire ne marche pas contre ce virus, mais éventuellement d'autres gènes qui lui permettent de se repliquer très très bien dans les cellules humaines. Alors, pourquoi on a ça chez le virus de la grippe? C'est une fonction de la nature de son génome.
le virus de la grippe a un génome segmenté. Donc, ce qui fait que si jamais on a une personne qui est infectée par deux virus de la grippe, un virus humain ou un virus aviaire, si ces deux virus infectent la même cellule, à l'intérieur de la cellule, on aura les deux virus qui se repliquent en même temps, et donc on aura un mélange de segments génomiques du virus aviaire et du segment génomique du virus humain. Et cette cellule doublement infectée va libérer des particules virales qui ont une sorte de mélange plus ou moins aléatoire de segments génomiques du virus aviaire et du segment génomique du virus humain. Et donc on aura un nouveau virus mosaïque et qui peut combiner des propriétés d'être très infectieux pour la cellule humaine et totalement nouveau pour le système immunitaire de toute la population sur la planète. Et les virus pandémiques grippales viennent de ce type de processus. Et c'est vraiment dépendant de la nature segmentée du génome. Parce que c'est très facile pour les segments de se mélanger, dans le cas d'une double infection. Alors, tout le monde, jusqu'à il y a 2 ans, a eu très peur de la prochaine pandémie grippale, parce que le grand exemple, c'était la grippe espagnole qui a sévi entre 1918 et 1920, qui a eu un impact global. Pour le nombre de décès, c'est très difficile de savoir exactement combien de personnes ont été tuées par ce virus. Et on trouve des chiffres assez disparates. Donc des fois, on trouve des chiffres 20 à 40 millions de décès au niveau mondial, mais dans le même article ou dans le même paragraphe, ils vont dire que le taux de mortalité était 2,5 à 5%, mais qu'on avait à peu près 150 millions de personnes infectées, et ça colle pas tout à fait. Donc c'est difficile de connaître avec certitude le nombre de personnes tuées par cette épidémie. Le petit frère de ma grand-mère a été tué par ça, et sa mère aussi. Mais toujours est-il qu'on estime que le CFR va être quelque chose comme 2,5 à 5%. Donc ça, c'est probablement 10 fois plus pathogène qu'un virus de la grippe saisonnière. D'accord? Et probablement 10 fois plus pathogène que le SARS-CoV-2 aussi. Alors, c'est un truc qui a eu un impact vraiment sur la vie de beaucoup de gens à l'époque. Donc, c'est des vieux graphiques, mais ça, c'est toujours parlant. Ça, c'est l'espérance de vie par année de naissance aux États-Unis, à partir de 1910 à 1960. Donc, ça augmente. Et ça, c'est l'impact de la grippe espagnole, là. Si vous êtes né en 1918, votre espérance de vie a sévèrement chuté. Et lorsqu'on a regardé quels étaient le taux de mortalité par âge, donc en pointillé, c'est le virus de la grippe saisonnière, donc personnes âgées et les jeunes nourrissons sont le plus à risque. Pour le virus de la grippe espagnole, on avait une courbe en forme de W, personnes âgées toujours susceptibles, jeunes nourrissons, mais aussi jeunes adultes. Donc c'était assez exceptionnel pour ce virus qui était dangereux pour aussi des jeunes adultes. Et voilà les origines de la grippe espagnole. Si j'ai 1 ou 2 minutes pour parler de ça. Oh non, je peux pas appeler ça. Non. Alors, quelles étaient les origines de cette épidémie? Donc, c'était un virus aviaire qui s'est transmis à un hôte humain. Et normalement, ce type de transfert interespèce, c'est pas super efficace. Ce qui semble avoir favorisé l'adaptation de ce virus à son nouvel hôte sont des conditions sur les lignes de front dans la Première Guerre mondiale. Donc l'origine exacte, il y a toujours une sorte de débat. Il y a des chercheurs britanniques qui disent c'est à nous la grippe espagnole. Parce que on a vu des cas cliniques qui étaient très semblables dans les corps militaires britanniques 1 ou 2 ans avant. Les Américains, ils disent la même chose, ils disent non, c'est à nous la grippe espagnole, on a vu des cas dans notre base militaire en mars 1918 avant que ça démarre vraiment. Une chose qui est sûre, c'est que c'est pas espagnol. Donc, c'était reporté dans la presse espagnole avant la presse française et britannique parce que c'était toujours dans la guerre et la presse était censurée en Angleterre et en France.
Et donc, du coup, il n'y avait pas de reporting de mauvaises nouvelles. Comme par exemple les troupes qui meurent d'une maladie bizarre dans les tranchées et qui les ramènent chez leur famille. Donc ça, c'était pas possible de publier des trucs comme ça. Mais c'était dans la presse espagnole qui est les premières reporting de cette nouvelle maladie. C'est pour ça qu'on l'appelle la grippe espagnole. En tout cas, que ce soit dans une base militaire américaine ou britannique, peu importe, ce qui est certain, c'est qu'il a sévi parmi les troupes, dans les tranchées et dans les bases militaires, peut-être derrière la ligne de front. Pourquoi c'est important? Parce que là, vous avez des tas de gens, les uns sur les autres, à proximité, dans des conditions d'hygiène pas très très bons, pas accès d'assez d'eau pour se laver, etc. C'est des superbes conditions pour les transmissions d'un virus, une bactérie ou n'importe quelle maladie infectieuse. Donc ça, c'était voilà des conditions parfaites pour permettre à un virus aviaire, pas très très infectieux pour l'être humain, de commencer à des cycles de transmission, parce qu'on avait mis tous ces gens-là entassés les uns sur les autres. Facile pour un virus, une bactérie ou un parasite de se transmettre et de s'adapter à un nouvel hôte. C'est un peu ce que l'on a dans les élevages intensifs de bétail, d'oiseaux, des choses comme ça. On entasse plein d'animaux ensemble. C'est super facile pour un pathogène. Ok, donc on craint tous qu'on va avoir un autre épisode comme ça, avec un virus aviaire qui réussit à se transmettre à l'être humain. Et du coup, il y a une surveillance mondiale des grippes aviaires hautement pathogènes. Parce qu'on se dit, voilà, si un de ces virus de grippe hautement pathogènes pour les oiseaux se transmet efficacement à l'être humain, ça peut être très très grave. Donc depuis 2000, on avait l'H5N1 qui a provoqué 860 infections humaines avec un CFR de 52%, donc une personne sur deux était tuée, non négligeable. Le H7N9 qui a pris la relève avec un CFR de 39%, et l'H5N8, qui a fait un peu pchit, quoi. Donc il y a une surveillance mondiale pour ces nouveaux virus de grippe avec le potentiel de provoquer une pandémie grippale. L'idée, c'est qu'on va surveiller les infections chez les oiseaux. Lorsqu'on a des élevages où on a énormément d'oiseaux qui meurent très rapidement, on chope le virus, on essaie de tester si les personnes qui ont travaillé avec des animaux ont été infectées, oui ou non. Donc on trace les contacts si jamais il y a quelqu'un dans l'élevage qui a une maladie grippale très sévère. On va tracer les membres de sa famille, ses collègues, on va les mettre sous médicaments antigrippales à titre préventif pour prévenir la transmission du virus du patient 0 à la patient 1. L'autre truc qu'on peut faire, c'est vacciner contre la grippe saisonnière. Pourquoi? Parce que une partie du risque, ce sont ces virus mosaïques qui sont formés lorsqu'on a une double infection. Donc le virus aviaire lui-même, il risque de ne pas être très transmissible, mais s'il infecte quelqu'un qui a déjà une infection par le virus de la grippe saisonnière, il peut faire le recombinant et puis c'est ça qui va marcher pour démarrer la pandémie. Et l'idée aussi, c'est si jamais le virus arrive à sortir de tous ces contrôles-là, il va falloir développer de nouveaux vaccins. Ok, donc ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour la prochaine fois, donc, cet exemple de grippe pandémique, c'est illustrant ce qui semble être une sorte de règle générale en virologie, c'est que les zoonoses, c'est-à-dire la transmission d'une infection virale d'un hôte animal à l'être humain, soit ça marche pas du tout, mais si ça marche, ça peut être extrêmement pathogène. Donc la rage, c'est un zoonose, c'est transmis des animaux vers l'humain, c'est pas un virus qui circule dans la population humaine. Le virus Ebola, pareil, l'hôte naturel, ce sont plutôt des chauves-souris, et il peut être transmis à l'être humain, et il peut avoir des cycles de transmission interhumains, mais il est extrêmement pathogène. Le VIH, c'est un virus de primate qui a changé d'hôte il y a une centaine d'années. Et il est très pathogène pour nous. C'est lent, mais c'est très pathogène. Le SARS-CoV-1 vient de la chauve-souris, très pathogène. Pareil pour le SARS-CoV-2. La grippe aviaire peut être très, très pathogène. Donc là, c'était un peu le point d'attache pour faire les coronavirus, mais
on va s'arrêter là. Donc, comme je disais, je vais voir avec Madame Mouratou si on programme une autre séance ou alors si je enregistre les diapos et je vous mets ça à disposition. Et pourtant, je m'étais mis à jour pour ça et tout, hein, c'est les dernières infos. Hein. Oh, je vais devoir refaire, sinon ça va être en retard de 2 ou 3 jours.